Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Clémentine Kuhn, avec qui nous allons parler du leadership féminin. Du coup, Clémentine, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle, merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Clémentine Kuhn, j'ai 38 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 petites filles et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Effrontés, avec laquelle je fais 2 choses. D'une part, j'organise des résidences pour permettre aux femmes de faire avancer leurs projets et j'accompagne des entreprises dans le cadre de leurs initiatives de diversité et d'inclusion dans leur programme de RSE. Ok, hyper intéressant tout ça, bravo pour ce que tu fais. Et du coup, avec plaisir, pour introduire l'épisode, du coup, qu'est-ce que le leadership féminin ? Alors, je trouve que c'est une très bonne question pour démarrer, parce que ça m'a permis de me la reposer en préparant cette discussion. Et je trouve que ce qui est assez chouette, c'est qu'il n'y a pas une définition. Un leader masculin, ça appelle assez naturellement un archétype qui est d'ailleurs un peu caricatural et qu'on n'a généralement pas ultra envie de transposer au féminin, parce que ça donne une transposition dans laquelle on n'a pas ultra envie de se projeter. Donc le leadership féminin, c'est quelque chose qui se construit encore, pour lequel on manque très clairement de rôle modèle. En tout cas, je dirais que pour moi, le leadership féminin, c'est un leadership qui doit être très écologique, vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on va pas, encore une fois, essayer de transposer cette caricature du leader masculin sur une femme, mais plutôt partir de ses forces, de ses ressources et les aider à nous mener vers le leadership. Oui, c'est une très bonne définition que tu nous offres là. De ce que je comprends, c'est co-construire de toute façon avec ce qu'on a en termes de ressources et aussi co-construire avec les personnes qui vont nous entourer pour avoir un impact. Et du coup, peut-être aussi ce que j'entends écologique, et ça me fait penser aussi peut-être dans le sens ne pas être dans la dimension production, et être dans un équilibre avec plus de bien-être, ce genre de choses. Enfin, moi, ça m'a un peu évoqué ça dans l'aspect écologie au sens propre, au sens large. Très clairement, ça fait vraiment partie de mes convictions à moi, c'est on ne construit rien sans tenir compte aussi de ses propres limites, de ses propres ressources. Donc effectivement, être dans un cadre qui respecte les limites de notre corps, de notre énergie, de notre santé, ça c'est certain. Et vraiment qui s'appuie sur ce qu'on est, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on aime faire. Voilà, c'est un peu la définition que j'ai en tête, en tout cas. Très belle façon de compléter cette définition. Et du coup, ça me fait penser parce que en tant que femme, on a beaucoup plus de croyances qu'on appelle croyances limitantes que peuvent avoir les hommes. Et du coup, comment on fait pour les identifier, ces croyances, et pouvoir les dépasser, pour pouvoir assumer pleinement son plein potentiel? Alors les croyances limitantes, je dirais que le point de départ, c'est de prendre conscience qu'elles sont là et qu'elles vont nulle part. Voilà, on va devoir composer avec. Donc je crois la première étape, c'est d'accepter qu'elles nous constituent, qu'elles sont là. Et la seconde, c'est décider que ce n'est pas elles qui vont prendre des décisions à notre place. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui ressemble à une émotion désagréable, à de la peur, à la peur d'un échec ou à l'impression de ne pas être légitime, de ne pas savoir faire, peut-être lui dire: «OK, bah, je t'ai entendu, je sais que tu es là, merci pour la mise en garde, mais je vais quand même y aller et c'est moi qui décide, en fait». Oui, de ce que je comprends, il faut apprendre à changer notre perception par rapport, aux croyances qui s'offrent à nous, et faire un pas de côté. Mais concrètement, toi, comment tu fais justement si tu as une croyance en particulier? Comment tu fais pour aller au-devant? Parce que dire: «Il faut foncer», mais des fois, en fait, les croyances sont tellement ancrées que c'est pas évident de faire ce pas de côté. J'imagine, il peut y avoir des femmes qui se disent: «Mais j'ai trop envie de faire ça, mais malheureusement, j'y arrive pas, pourtant j'ai trop cette envie, mais comment faire? Je me sens nulle».
Enfin, je pense que c'est des choses qui peuvent, Mais justement, déboucher. je crois que c'est dans ce mais, justement, que se cache, la croyance limitante, c'est de se dire: «OK, qui est-ce qui parle? Est-ce que, ça parle de qui? Ça parle de quoi? Ça vient d'où, ce mais?» Et 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 le déconstruire, alors c'est évidemment un travail personnel. Moi, je crois aussi très, très fort à la force du collectif. Je pense qu'on va y revenir, un peu plus longuement, mais à cette idée que l'effet miroir du groupe aussi, et des ambitions que d'autres peuvent projeter pour soi, aide aussi à déconstruire, certaines croyances qu'on peut avoir et se dire: «Bon, OK, si j'ai toutes ces personnes-là qui me croient à la hauteur de mon projet, c'est que vraisemblablement, j'en suis capable». OK, oui, je comprends, l'idée et du coup, ça mène, du coup, à 2 questions. Toi, comment tu as incarné, le changement que tu souhaitais insuffler dans ce monde? Et du coup, enfin, de ce que j'ai compris, c'est aussi par rapport au collectif et du coup, bah, quel a été ton cheminement et même, bah, en quoi le collectif enfin, donner plus d'insight par rapport au collectif, en quoi ça peut être bénéfique pour nous et comment on peut avoir, plus de création, d'idées, de motivation ensemble, plutôt que tout seul? OK. Alors, cette idée de comment j'incarne le changement que je veux voir dans le monde, c'est très intimidant comme question. Hem, Moi, j'ai une question que j'aime bien me poser qui est, bon, quand je prends une décision, qui est, bah, qu'en penserait la petite Clémentine de 7 ans et qu'en pensera la grande Clémentine de 97 ans? Ça permet de mettre un peu les choses en perspective et de se dire en fait, pour moi, ça repose sur 2 choses. C'est est-ce que ma décision, quel impact elle a à court terme, quel impact elle a à long terme? Et est-ce que je prends une décision là plutôt dans mon intérêt personnel ou plutôt dans l'intérêt du collectif? Sachant que c'est pas nécessairement opposé, mais est-ce que je suis plutôt en train de favoriser mon intérêt individuel ou est-ce que je suis plutôt en train de favoriser le collectif? Et quand tu me demandes où j'en suis dans mon cheminement, je suis pas toujours en train de prendre la décision de long terme qui va favoriser le collectif, parce que je suis pas un être de lumière. Mais je trouve que ça aide beaucoup de se poser cette question-là, de savoir ce qui est en jeu quand on décide. Quel a été mon cheminement par rapport à ça? Je dirais qu'il a été très itératif et hem et qu'il a fallu sûrement déconstruire plein de choses pour arriver à réaliser que, la décision de long terme, qui est peut-être parfois un peu plus coûteuse en termes d'efforts, bah, c'est un peu un cadeau que je fais à la future Clémentine et puis qu'en travaillant autour d'une réflexion où je favorise plutôt l'intérêt collectif, je m'englobe dedans et c'est pas nécessairement opposé. Voilà ça. Mmh. OK, ouais, c'est hyper intéressant. J'aime bien ton idée de s'adresser à son enfant intérieur et sa grand-mère intérieure, c'est la première fois que Ouais, j'entends ça. Mais je trouve c'est vrai? ça trop bien. Ouais, grand-mère intérieure, j'avais jamais entendu ça jusqu'à présent. Donc ouais, je trouve ça bien. C'est vrai que ça permet, de s'adresser à une part de nous qui a beaucoup plus de sagesse et du coup, pouvoir cultiver cette sagesse ainsi que et l'enfant intérieur, c'est notre part de nous plus joviale, plus enjouée, plus enthousiasme. Donc c'est vrai que c'est hyper, smart de faire, ces deux liens et de ce que je comprends aussi, c'est, bah, pour le fait que tu prennes des décisions, qui peuvent te demander plus d'efforts, mais du coup qui aura plus d'impact et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident, je pense, dans une société où tout est rapide, où tout est enfin, où l'effort il est beaucoup moins valorisé, enfin, et on perd aussi un temps de fou avec les réseaux sociaux notamment, qui nous fait perdre un temps de ouf. Et qui, parce qu'en fait, il y a ce fait de plaisir immédiat, et c'est pas forcément évident de se mettre à l'action, parce que entre un truc chiant entre guillemets à faire et qui se fait sur le long terme et qui va t'apporter plein de choses par la suite, et quelque chose de beaucoup plus rapide qui va te donner des effets immédiats. Enfin, tu vas être limite accro à, par exemple, TikTok. Hein, c'est oh, t'as une récompense immédiate. Et du coup, comment on fait du coup pour évoluer dans un monde comme ça où tout est trop rapide. Enfin, dans le sens où même si t'as pas envie de cuisiner, bah c'est pas grave, tu commandes du Uber Eats. Mais voilà. Enfin, c'est pas évident, je pense, de retrouver le goût de l'effort dans la société actuelle en tout cas. Mais je dirais qu'en tout cas, quand on est dans une perspective de transformation, je te rejoins complètement sur cette idée qu'on en a besoin de ce circuit de la récompense, on a besoin de notre dopamine. Hem
Et donc moi, ce que je prône énormément, c'est la stratégie des petits pas. C'est simplement de prendre la montagne et de la découper en petites étapes et de se dire, en fait, à chaque petite étape, je vais avoir mon bonbon, je vais avoir ma petite récompense. Parce que je crois beaucoup que pour que des transitions adviennent, il faut qu'elles soient désirables, il ne faut pas être que dans l'effort. Donc, projeter les choses de manière joyeuse et comment dire, réconfortante, c'est le point de départ de toute transformation. Et donc, effectivement, faire des choix qui sont que des choix d'effort, ça tient un temps. En revanche, se dire, je sais à long terme que je suis en train de me faire un cadeau, et puis j'ai plein de petits jalons à chaque étape dans lesquels je vais quand même trouver ma joie et trouver mon plaisir, je crois que c'est nécessaire pour se stimuler soi-même. Mmh. Ce que tu me parles, j'ai l'impression enfin, ça me fait penser un peu à la manifestation, dans le sens où tu veux incarner, qui tu es, enfin, qui tu as envie d'être et je crois aussi beaucoup que notre intérieur et notre extérieur, c'est, bah, le reflet de qui on est et du coup, oui, c'est important en effet de pouvoir, rêver grand, mais après rêver grand mais raisonnable, petit pour pas trop se mettre la pression, j'imagine. Mais après, toi, comment tu t'organises justement par rapport à ces jalons? Tu as une organisation spécifique, un carnet, un Notion, que sais-je, pour pouvoir suivre les étapes qu'on se met? Et comment faire aussi si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? Alors, moi, ce que je prône beaucoup et ce en quoi je crois très fort, et c'est pour ça que je travaille comme ça, c'est que quand on a une vision, transposer une vision en quelque chose qui existe, ça nécessite déjà d'avoir une vision très, très claire de là où on va et puis ensuite la transposer en réel, ça, c'est un métier. Et je crois que quand on ne sait pas le faire soi-même, quand on se retrouve un peu avec, «J'ai une très bonne idée, j'ai envie de mettre en place des choses, j'ai un projet, j'ai envie de me mettre en route» et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, et qu'on sait que c'est pas nécessairement sa compétence première parce que justement, il y a les croyances limitantes qui rentrent en jeu, parce qu'on on a du mal à ordonnancer les priorités et cetera. Je trouve que c'est pas mal de se faire accompagner. Mais d'une manière générale, moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneuses, quand on entreprend, je trouve que c'est pas mal de passer 80 de son temps à faire son métier plutôt que d'essayer de faire tout ce qu'on sait pas faire soi. Donc encore une fois, de s'entourer avec les bons relais, les bons appuis et des gens qui nous aide à faire ça. Et effectivement, il se trouve que ce métier-là, c'était le mien au départ, et ça allait toujours d'une certaine manière, à savoir prendre une vision et la transformer en quelque chose de réel. Donc, toujours cette idée on prend la montagne et on la découpe en petites étapes faciles à atteindre, actionnables, en tout cas très concrètes, et bien pensées en termes de gestion des priorités, en termes de ressources à investir, en termes de relais, que ce soit des personnes ou des moyens à mettre en œuvre, et cetera. Mmh. OK, ouais, hyper intéressant, tout ce que tu nous dis et c'est chouette que du coup, ton métier serve pour aider, d'autres femmes, notamment et du coup, bah, j'aimerais bien revenir un peu sur, les effrontés, ton projet pour un peu mieux comprendre, ce que c'est. OK. Alors les effrontés, alors c'est assez bateau, mais au départ, les effrontés, c'était l'endroit que je cherchais pour moi et que j'ai pas trouvé. Comme, tu sais, quand on interroge un entrepreneur ou une entrepreneuse, en 90 des cas, la jeunesse de son projet, c'est, je cherchais un produit, un service, il n'existait pas et je me suis dit que j'allais le créer. Et en l'occurrence, c'est le cas et je me suis dit que j'étais la bonne personne pour le créer puisque effectivement mon métier, c'était d'accompagner des gens qui avaient des projets et que j'avais très envie de dédier cette expertise aux femmes. Donc j'avais, au départ, l'idée d'une maison. C'est pour ça que, sur les réseaux sociaux, je m'appelle Maison des effrontés. J'avais l'idée d'une maison qui soit un lieu dans lequel les femmes puissent venir déposer, toute charge mentale et avoir, très concrètement, aller se mettre au vert quelques jours, avoir, enfin vraiment selon leur disponibilité et la taille de leur projet et de leur planning, avoir, quelqu'un qui leur fait 3 repas par jour, des gens qui les accompagnent, pour prendre leurs projets et les développer sous toutes les formes
et à n'avoir finalement plus que son projet en tête et plus aucun bourdonnement du monde extérieur. Ça, c'était un peu la genèse. De là, j'ai imaginé une méthode de travail qui s'appuie sur donc ces 3 piliers dont je parle, régulièrement, qui sont le cerveau gauche, le cerveau droit, le corps. Si je reviens un tout petit peu au départ. Mon point de départ, quand j'accueille une femme en résidence, c'est en amont de sa venue en résidence, lui faire détourer son projet, ce sur quoi elle vient bosser. Donc, la faire travailler et les ramifications qui composent son projet, sa raison d'être, les éventuels freins qu'elle peut avoir, les blocages et puis un petit peu toutes les codépendances, qui peuvent exister. Puis ensuite, une fois que la femme arrive, non, après on fait de la place. Ça, c'est à peu près 80% du travail, il est là, c'est faire de la place pour faire exister ce projet. Donc, faire de la place dans son agenda, très clairement, trouver une semaine complètement libre dans un agenda, c'est déjà un gros challenge en soi. Faire de la place dans un budget, puisque c'est un très gros investissement à faire et très clairement, c'est ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui est ultra qualitatif, donc qui a une certaine valeur. Et puis, voilà, et puis faire de la place, de manière, concrète, c'est-à-dire créer un lieu pour accueillir les femmes et leurs projets. Ensuite, on les accueille et pendant, en l'occurrence pour le moment une semaine, elles vont venir et elles vont bosser leur projet sous toutes les coutures. Donc cerveau gauche, c'est, vraiment, je le dis un peu pour simplifier, c'est pas très scientifique comme approche, mais cerveau gauche, raisonnement intellectuel, logique. Je prends mon projet, j'en fais une feuille de route, comment je passe du point A au point B, et cetera. Cerveau droit, on va aller travailler l'idéation, la créativité, permettre à ces femmes de muscler ce ressort-là et les rendre capables de vraiment euh, aller plus loin dans leur créativité de façon à être en capacité de dépasser tous les écueils, à sortir des cadres, à être capable de plus être dans cette espèce de syndrome de hamster dans sa roue quand elles avancent et qu'elles rencontrent peut-être des difficultés. Et puis, comme on le disait en préambule, le corps. Bon, pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, j'en ai vu beaucoup se cramer. Donc aujourd'hui, je me dis, on a tendance toujours à surestimer ses capacités, à surestimer sa capacité à absorber une certaine charge de travail, du stress, de la pression, etc. Donc, donc on va se dire, mon projet est un projet de passion, donc je suis capable de travailler 16 heures par jour dessus, 7 jours sur 7. Sauf que dans les faits, c'est quelque chose qui est pas valable très longtemps. Donc avoir aussi une réflexion autour de ce qui va nourrir l'énergie, permettre de la recharger, en passant par, du sport, de l'alimentation, et cetera. Et une fois que la résidence est passée, une fois qu'on ressort de là, l'idée c'est de ressortir d'une résidence avec un plan d'action ultra actionnable de façon à ce que quand on passe, très concrètement le portail de la maison, on sait exactement quelles sont les étapes d'après. Et là, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que, le truc retombe pas comme un soufflé et donc que ça tienne dans la durée. Et donc pour ça, la première chose, c'est justement cette expérience d'avoir fait les choses en collectif, qui fait qu'il y a une sororité qui s'est nouée pendant le temps de la résidence, avec des femmes qui elles-mêmes portent des projets. Et donc il y a une forme de... Je suis en train de chercher le mot français pour traduire accountability, mais tu vois, un truc de devoir un peu rendre compte d'un soutien mutuel. Et puis surtout, nous, on les lâche pas. Et donc, on accompagne dans la durée pour que la transformation, elle opère et que les projets que ces femmes sont venues mener restent pas dans un coin de leur tête comme il y a eu une jolie parenthèse, on a pris soin de moi, c'était un peu comme, je dis ça sans aucune volonté de dénigrer, mais c'est pas une retraite de yoga, tu vois, où tu ressors en te disant ça m'a fait du bien. Et puis les effets, les effets durent plus ou moins longtemps. Voilà, ou comme une semaine de vacances, ça recharge un peu les batteries sur le coup. Là, l'idée, c'est vraiment une expérience qui transforme une posture. Ça, c'est vraiment la partie de ce qu'on fait avec des femmes qui viennent à titre individuel. C'est un tout petit peu différent quand c'est des programmes d'accompagnement aux entreprises.
OK, oui, de ce que je comprends, c'est vraiment un programme à 360 degrés et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de mener de front, toutes ces problématiques et notamment, par exemple, le corps. Parce que peut-être, potentiellement, on a tellement de possibilités, de choix et cetera que potentiellement, des fois, ça peut, freiner et puis même, quand on est entrepreneur, vu qu'on est très engagé dans son projet, la détente, la relaxation, c'est des choses qu'on peut mettre de côté et qui, en effet, ça risque de cramer, tout en fait, parce que je pense que ouais, avoir des habitudes saines, dans sa vie, ça peut être un moteur, bah, rien que pour faire du bien à son corps, être aussi un peu moins sur les écrans, quand c'est possible évidemment. Parce que je pense aussi, oui, il y a tout une partie où, il y a trop d'écrans partout, donc ouais, ça permet je pense de faire, une bulle d'air en plus de tout le reste. Donc ouais, c'est des choses, qui qui me parlent en tout cas. Et du coup, ça me fait penser aussi comme question, du coup, pour toi, enfin, de ce que tu as vu dans les femmes que tu as accompagnées, quels sont du coup les points communs des projets, de transformation qui ont réussi? Bien sûr, de ce que j'entends, je pense qu'il faut suivre, bah, le plan d'action, la détente, la créativité, mais si tu as d'autres, insights, n'hésite pas à les partager. Alors pour moi, un projet de transformation qui réussit, c'est déjà au départ avoir une vision hyper claire de où on va. Quelle est la cible? Quels sont ses objectifs? Et c'est pour ça que quand j'accueille une femme, ou une entreprise, dans le cadre d'un projet de transformation, il y a toujours un temps en amont de détourage de la vision ou dans laquelle on va peut-être faire le deuil de certains fantasmes, dans lequel on va aussi un peu penser aux projets sous-jacents, aux choses qui viennent peut-être moins spontanément dans la discussion dès le départ, un peu gratter sous l'écorce pour être très clair sur ce qu'on veut atteindre. La deuxième chose, c'est effectivement avoir une extra lucidité sur les moyens dont on dispose. Donc, on a parlé des limites humaines, mais on peut aussi, quand on est dans le cadre de l'accompagnement d'un collectif, avoir un peu tendance à sous-estimer la capacité de nuisance des conflits d'intérêts, le manque de recul que peuvent avoir certaines personnes qui sont impliquées dans un projet, le manque de bande passante. Donc avoir une réflexion au départ de qui sont les personnes qui vont conduire mon projet, à qui je vais m'adresser. Euh, et puis, je dirais qu'une autre composante du succès d'un projet, c'est d'accepter qu'il y a une marge d'erreur et que le succès, c'est un truc itératif qui comporte de l'échec. Et être un peu tranquille avec ça, avec cette idée que la sinus... Je vais jamais réussir à dire ce mot, je ne sais pas pourquoi je l'ai sélectionné. Bref, les variations de la courbe font partie du truc. Donc un projet de transformation qui réussit, c'est ça. C'est je sais où je vais. J'ai bien pris le temps de mettre des roues là sur ma carriole avant de la porter sur mon dos. J'ai mis les bonnes personnes aux commandes et j'accepte que il y a une part de ce que je vais faire qui est pas entre mes mains. Il va y avoir de l'aléa et ça va être, voilà, ça va être itératif. Mmh. Ouais, hyper intéressant et ça me fait penser que l'échec dans notre société, enfin surtout peut-être en France plus particulièrement, il est moins accepté. Enfin, on en parle moins. Enfin, en tout cas, si on voit sur les réseaux sociaux, la plupart des gens, ils parlent de tout leur succès, tout ce qui leur fait réussir et ce qui est bien. Mais c'est vrai que l'échec, j'ai l'impression, c'est toujours un peu, tabou. On veut pas dire, «Bah, tiens, on a échoué dans ça». Même si, finalement, en effet, l'échec, c'est une façon d'apprendre des choses. Mais ouais, je pense que c'est pas évident de faire ce point de côté, donc j'imagine que des témoignages, ce genre de choses, ça peut aider à se confronter à accepter l'échec, en fait. Ça me fait penser, dans les réseaux sociaux, je pense qu'on est toujours on est toujours dans un entre-soi, on est dans nos silos. Donc moi, j'ai 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 l'impression que ça change. Peut-être pas au niveau macro. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que ça change, j'ai l'impression que les choses bougent, qu'on a fait tomber un peu ce mythe du succès. Un peu comme moi, dans les femmes que j'accueille, j'ai des femmes qui arrivent et qui écrivent, dont le projet, c'est d'écrire un bouquin. Et l'une des premières choses qu'on fait tomber, c'est le mythe de, tu sais, comme dans les films d'écrivains qui s'assied et qui tout d'un coup te pond un roman de 500 pages d'une traite et tu vois des plans séquences où c'est le jour, c'est la nuit, machin, mais il est là, il est pris d'une inspiration, ça ne s'arrête pas. Dans la vraie vie, personne n'écrit un livre comme ça. Bah, de la même manière, on ne monte pas une boîte où on ne devient pas, j'en sais rien, champion dans une discipline sportive
en étant dans un espèce de programme intensif qui ne s'arrête jamais, etc. Donc j'ai l'impression que justement l'idée d'avoir des témoignages un peu différents et de déconstruire ces espèces de mythes de toute puissance, de plein contrôle et de success story magnifiques, j'ai l'impression d'entendre un peu d'autres récits. OK. Ouais, je pense que ça va dépendre, des thématiques en effet. Enfin, ça dépend aussi du réseau. Parce que je pense que c'est LinkedIn où on voit le plus entre guillemets de «success Ouais, story». c'est vrai. Là, tu as très raison. Ouais. Le réseau social de la grande tape dans le dos. Ouais. C'est ça, surtout qu'en plus sur LinkedIn, enfin, déjà rien que dans, je sais pas, dans les intitulés de posts ou les missions, enfin, tu peux avoir un post pas ouf et tu vas en faire un super post. Donc, ouais, c'est peut-être sur Instagram, je pense que ça change plus en effet, mais ouais, sur LinkedIn, il y a toujours encore cette zone un peu d'ombre. Mais du coup, comme on parle de projet, comment du coup on fait pour se sentir bah, légitime à incarner son projet, surtout que si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Je sais pas, tu reprends l'exemple de l'écrivaine, elle veut écrire un livre, elle en a jamais fait jusqu'à présent. Du coup, comment on peut se sentir légitime par rapport à ça? Et surtout que, comment aussi ne pas être dans la comparaison de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les autres, son entourage. Donc voilà, ça m'inspire cette question. Et c'est une bonne question, puisque la question de la légitimité, du complexe de l'imposteur, etc., c'est quelque chose qui revient évidemment constamment et qui est le plus partagé au monde, je crois. Euh, je dirais qu'en premier lieu, bon, si tes croyances limitantes ont été remises à leur place, à leur juste place, que tu as travaillé un peu à muscler les ressorts de ton audace, et ça se bosse aussi, que tu es très exactement là où tu dois être. Donc, tu as un peu réfléchi euh, à ta raison d'être. Donc, peut-être revenir un peu à ce que tu sais ce que les Japonais appellent l'ikigai, la conjonction entre ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on est prêt à me payer, évidemment. Donc, si ton projet, t'es au bon endroit, tu fais quelque chose que tu sais faire, que t'aimes faire, et dont le monde a besoin, que voilà, t'as musclé un peu les ressorts de ton audace, mis de côté tes croyances limitantes, je crois que de facto, tu es légitime. Et puis quand tu commences à te mettre un peu en mouvement et que tu commences à avoir des retours, alors quand tu montes une boîte, tu vas avoir des premiers clients et tu vas avoir des retours de tes clients. Quand tu es sur un projet de création, bah, tu vas commencer à avoir des retours de pairs, etc. Je crois que ça vient renforcer le sentiment de la légitimité et c'est hyper important de l'encapsuler et de mettre les retours positifs dans une espèce de boîte. Moi, j'ai littéralement un process pour ça, pour stocker toute la force qu'on me renvoie, que les femmes que j'accompagne me renvoient quand c'est très bête, mais quand j'ai un message qui arrive, un mail, un petit mot de ça, j'ai vraiment un endroit où je stocke tout ça et où j'en fais une espèce de boîte ressources qui vient un peu muscler le sentiment de légitimité parce que c'est concret, parce que ça vient de l'extérieur. Donc la validation, elle est un peu à double sens, c'est-à-dire on s'auto-valide soi, mais on, on s'appuie aussi sur la force qui nous est renvoyée par les personnes qui nous ont vus à l'œuvre. Ah oui, hyper intéressant. Enfin, c'est comme une boîte doudou, on pourrait appeler ça, car si tu as un coup de mou, tu peux aussi, aller voir tout ce que tu as accompli, parce que potentiellement, on peut tendance à se dire: «Ouais, j'ai rien fait, j'ai rien accompli cette année», se mettre des bâtons dans les roues, s'auto-saboter. Donc c'est vrai que là, ça peut permettre de reprendre un Ouais. petit, grand gain. Faire la compilation des petites victoires et et des accomplissements, c'est très important. Je crois qu'on a tous entendu ça 1000 fois. Je sais pas, des comédiennes ou des autrices encore qui te disent le pouvoir de nuisance d'une mauvaise critique par rapport à 15 bonnes. Bah, je crois qu'il faut très clairement bien stocker les bonnes. Voilà. Clairement. Et je veux aussi rebondir ce que tu disais, qu'il faut travailler son audace, et comment on fait justement pour la travailler, son audace et accéder à son plein potentiel? Alors, l'audace, je pense à deux choses. La première, c'est de se créer un espèce de persona, tu vois.
Si je prends la parole sur les réseaux sociaux, si je prends la parole en rendez-vous, je suis pas, heu, Clémentine, 38 ans, mariée, 2 enfants et entrepreneuse et pleine de doutes et d'incertitudes. Je viens vraiment avec, mon masque, ma cape et je me mets dans mon persona de je suis fondatrice des effrontés avec tout ce que ça suppose d'impertinence derrière ce mot effronté, d'audace. Et, hem et donc plus je le convoque ce persona et plus je m'aperçois qu'en fait quand j'enlève, mon masque et ma cape, bah, en fait c'était quand même moi en dessous, quoi. Donc ça vient renforcer un peu ça. Je crois aussi très fort, à l'idée d'avoir autour de soi un support système. Ça je crois que tu l'auras compris et je trouve que c'est pas nécessairement nos proches qui remplissent le mieux cette fonction d'être un support système. Nos proches, déjà, on manque parfois de réalité partagée. Quand on est écrivaine, on n'a pas que des proches écrivains. Quand on est entrepreneur, on n'a pas que des proches entrepreneurs. Et surtout, il y a un biais qui est que les gens qui nous aiment vont probablement projeter plus leur peur que leur confiance en nous. Leur peur de nous voir échouer, de nous voir souffrir, etc. Donc, avoir un support système avec des gens avec lesquels on a une réalité partagée et qui vont être encore plus ambitieux que nous, pour nous, ça a un vrai effet miroir et c'est ça que je propose avec cette idée de la sororité, c'est d'avoir autour de nous des gens qui sont des femmes qui sont encore plus audacieuses que nous pour nous et qui vont venir nous aider à la muscler cette audace et à nous tu vois, je pense qu'on a tous vécu cette expérience de tu donnes conseil à une personne et tu te dis, bah, évidemment, c'est ça qu'il faudrait faire, mais je serais incapable de m'appliquer le conseil, tu vois? Mais à force d'être entouré que de gens qui te disent: «Bah, je pense que c'est là que tu dois aller, c'est dans ça que tu vas être forte» et cetera. Je crois que ça muscle l'audace et la capacité à à aller vraiment au-delà de ses propres limites. Et ensuite, tu disais un truc sur le plein potentiel. Oui, comment réaliser son plein potentiel? Et ben, réaliser son plein potentiel, ça revient à cette idée déjà d'être au bon endroit. C'est aussi un peu de ça dont je parlais quand je te disais, quand on a une vision hyper claire de là où on va et donc on a un peu fait tomber certains fantasmes. Donc être, dans ce qu'on sait, qu'on aime faire et qu'on a bien choisi ce sur quoi on allait travailler. Derrière, bosser ces 3 piliers dont je te parlais à fond et de manière très équitable. C'est-à-dire, pour moi et c'est peut-être en ça que les accompagnements que je propose sont un peu différents, de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour moi, en fait, l'idéation, la créativité et le corps, c'est aussi important que, la bonne roadmap et le bon budget dans un projet entrepreneurial. Avoir, donc ces 3 piliers-là qui soient très très équitablement travaillés. Et le dernier point sur l'idée du plein potentiel, heu, je crois qu'il faut désacraliser le plan B. Que c'est pas toujours une très, très bonne idée de bosser sa porte de secours, et de se focaliser sur le scénario de l'échec, mais être davantage, tu vois, sur le scénario du succès pour, heu, pour aller, pour aller le convoquer et aller le chercher. C'est passionnant tout ce que tu nous racontes. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais rebondir un tout petit peu sur ce que tu me disais, depuis le début de la réponse à cette question. Quand tu parlais, d'avoir un personnage, ça m'a fait penser à Beyoncé qui, elle aussi, je crois que ça s'appelait Sasha Fierce ou un truc comme ça, Fierce, Sasha Fierce, pour, pouvoir s'assumer sur scène. Parce qu'au début, même Beyoncé a eu des difficultés. C'est vrai que c'est assez dingue de Je se l'avais dire jamais ça. entendu sur Beyoncé, mais je trouve ça génial. Moi, ma rêve, c'était, alors c'est un petit peu moins glam, mais c'est aussi une podcasteuse, c'est Sophie Marie Laroui, qui elle, racontait ça et qui racontait que vraiment elle heu, quand elle arrivait, sur parce qu'elle faisait des podcasts où elle faisait des interviews qui étaient dans des salles avec un public et tout. Elle racontait qu'évidemment, voilà, elle était dans un rôle et ça m'a vachement parlé cette idée de oui, évidemment, on joue un rôle. Donc, tu évoquais tout à l'heure cette idée des réseaux sociaux qui ont ce truc insupportable de manquer d'authenticité. Mais oui, on est très clairement dans l'idée de on se crée un rôle et on n'est pas, heu,
même si la vulnérabilité existe et qu'on a besoin de base arrière où on se l'autorise, il y a une base avant dans laquelle voilà, on s'auto-grandit un peu, quoi. Mmh. Complètement. Et ça me fait aussi penser par rapport à ce que tu disais aussi par rapport à être entouré et c'est vrai que je pense que comme tu l'as dit, il faut entourer vers des personnes, qui nous tirent vers le haut. Enfin, en tout cas dans là où on veut aller avec nos projets. Si par exemple, oui, on veut que notre projet, il explose par exemple et ben, il faut s'entourer de personnes, qui ont leurs projets qui ont explosé. Parce qu'en effet, ça peut motiver à faire, mieux et comme tu dis, la sororité, le partage d'expériences, ça nous fait grandir, ça fait aussi grandir celle qui a «explosé» entre guillemets, parce on on a toujours à prendre, je pense, du débutant, de la débutante pour, parce que rien n'est vraiment acquis et même quand je pense que le projet il aura explosé, il faudra toujours trouver des manières de se renouveler et je pense que les personnes qui débutent un projet, elles sont là à imaginer plein de scénarios possibles parce qu'il y a encore, moins de choses qui sont mis en place. Enfin, tout est possible parce que bon après toujours tout est possible et quand tu mets en place, je sais pas, un site internet, des réseaux sociaux, des vidéos et cetera et ben là, si tu as envie de faire de la continuité, il faut que tu t'imposes un rythme bien particulier. Et ça m'amène à une question aussi, comment on fait aussi pour trouver, la méthode qui nous plaît, pour faire notre projet? Parce qu'en fait, vu qu'il y a vraiment plein de possibilités infinies, comment on sait ce qu'on va faire, ça a du sens pour nous? Et comment aussi arrêter? Parce que des fois, on est dans des process et on a peut-être du mal à arrêter parce qu'on se dit: «Non mais ça marche bien, mais bon, ça me plaît pas tellement», donc comment se réinventer? Bah, je crois que ça revient à cette idée de muscler sa créativité. Ça revient à cette idée que très souvent on est quand même un peu comme un hamster dans sa roue, à être dans tu vois, être pris dans une succession d'urgences et de trucs très, très importants et que la capacité de prendre de la hauteur sur les choses et d'aller convoquer un peu de nouvelles perspectives et de nouvelles idées, c'est, c'est là qu'on va aller puiser, qu'on va aller vraiment puiser la capacité à aller plus loin dans un projet. Et ça, clairement, on ne naît pas avec ça. La créativité est peut-être inéquitablement répartie au départ, mais en tout cas, un cerveau très créatif, c'est une personne qui nourrit sa créativité. Et ça, je crois que ça se travaille énormément et c'est justement pour cette raison-là que moi, je suis venue adjoindre à des méthodes d'accompagnement un peu plus traditionnelles, tu vois, l'intelligence collective, le coaching, et cetera, en entreprise. Bon, bah, c'est des choses qui sont assez classiques. En revanche, aller voir et j'étais dans ma précédente vie professionnelle où j'accompagnais des entrepreneurs et des projets plutôt avec un angle finance et stratégie. Hem, J'étais déjà cette personne qui leur disait: «Venez, en fait, on va faire, un atelier de design thinking, on va faire, un atelier d'écriture, on va jouer à un jeu. On va aller puiser dans notre cerveau créatif pour se sortir des limites de notre propre vision et aller plus loin». Ça, généralement, bon, quand je m'adresse à des interlocuteurs entreprises, bon, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui me regardent avec un sourcil un peu levé comme ça. Et, hem et puis il y a ceux qui se disent: «Ah ouais, en fait, c'est plus marrant». Donc, c'est ça on a un peu plus envie, d'aller à la session business plan, en allant, en passant par quelque chose de très ludique et de très créatif. Et donc ça rend les choses désirables et puis on va beaucoup plus loin parce qu'on se décentre. Mmh. Waouh, c'est vrai que c'est hyper intéressant, ce que tu dis et du coup, il faut, s'inspirer, de ce qui se fait, à droite, à gauche, si tu peux pas être accompagné, dans un premier temps. Mais après oui, en effet, on avec la puissance du collectif, tu peux partager tes idées avec, des gens ou même des copines entrepreneuses, par exemple, vont se dire: «Bah tiens, on va faire cette manière-là pour travailler ensemble» ou ceci et je pense, oui, c'est important de discuter et de partager, pour pouvoir grandir et en effet, en itérant, on va finir par trouver ce qui nous correspond, en tout cas pour avancer. Ouais, tout à fait. Tu parlais aussi tout à l'heure, de prise de parole et du coup, ça me fait penser, la prise de parole en public quand on est entrepreneuse et que, par exemple, on est, peut-être un peu timide et cetera. Comment on fait pour parler, de son projet en étant,
convaincu, en tout cas, pour, potentiellement, hein, pour convertir et avoir du lead derrière? Alors la prise de parole, c'est marrant parce que j'ai une de mes résidentes, qui était avocate et qui est très, très forte, qui a gagné beaucoup de concours d'éloquence et qui maintenant monte des masterclass où elle fait bosser, les femmes sur leur prise de parole en disant: «Les femmes doivent prendre leur place en apprenant à prendre la parole», notamment. Et dans l'introduction de sa masterclass que j'ai pu suivre, elle disait un truc qui m'a marquée, c'est que prendre la parole en public, c'est dans le monde la peur la plus répandue avec celle de mourir. Ça vient juste après mourir. En premier, j'ai peur de mourir. En deuxième, ma plus grande terreur, c'est de monter sur scène avec un micro devant des gens qui m'écoutent. Et c'est vrai que la prise de parole, ça peut être terrifiant. Je pense pas que ce soit inné chez grand monde de savoir parler, encore moins finalement quand on parle de soi ou d'un projet qui nous tient à cœur. En revanche, que ça s'apprend et que ça se travaille énormément et que en tout cas, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est qu'il faut tendre à ce que ce soit un plaisir. À ce que le moment où on te tend le micro, la réaction soit plus ouais, cool, j'ai l'occasion de parler que oh là là, j'ai hâte que ça se termine. On a tendance à croire un peu à tort que quand on parle d'un truc qu'on connaît, on en parle bien. Mmh. C'est faux. Donc, donc il faut le bosser. Alors là, il y a vraiment pas de secret. Moi, je pense toujours alors c'est peut-être pas la meilleure ref dans ton podcast, mais je pense à Steve Jobs, où c'est de notoriété publique que quand le mec sortait un nouveau device et qu'il avait 30 secondes pour le pitcher, derrière, il y avait des centaines d'heures de taf. Donc, donc, donc clairement, ça fait partie des apprentissages et des choses qu'on peut pas déléguer quand on est soi-même à la tête d'une entreprise, sur lequel j'aurais pas tendance à dire qu'il faut faire ce que font les autres et essayer de reproduire. Il faut vraiment travailler et trouver un peu son propre flow et son propre style de prise de parole. En tout cas, moi, c'est toujours un truc qui me fait peur, encore aujourd'hui. Je ferai peut-être pas un TEDx demain, mais je le bosse. Je le bosse énormément parce que c'est incontournable de savoir parler de son projet et d'en parler avec conviction et surtout avec plaisir. Mmh. Oui, j'aime, ta vision, qui est vraie, que on n'a rien sans rien. Il faut travailler, sur «nos acquis» entre guillemets et en effet, on a toujours tendance à dire: «Ah là là, mais cette personne, elle parle trop bien en public, j'aimerais trop faire pareil», mais en effet, on voit pas derrière tout le travail que cette personne a mené pour en arriver là où il en est, où elle en est aujourd'hui. Donc, en effet, c'est très bien et bravo en tout cas de t'être porté à l'exercice du podcast. Petit bébé step, pour le TEDx. Très clairement, non, très clairement, c'est un très bon exercice. Du coup, là, je te propose de passer à la conclusion de l'épisode. Du coup, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Et bien déjà, un très grand merci à toi, Estelle, de me donner la parole, de donner la parole à des femmes et en particulier à celles qui ont envie de transitionner vers un futur désirable, joyeux. J'ai envie d'un petit mot aussi aux personnes qui vont écouter ce podcast, qui j'espère seront des millions, et qui, j'imagine, sont des personnes qui sont engagées. Leur dire que l'engagement, ça prend 10 millions de formes. Ça peut être de donner du temps ou de l'énergie, à des projets qui en ont besoin, mais c'est aussi et surtout, je crois, d'incarner, heu, ce changement. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres autour de vous, en particulier des meufs autour de vous et soyez Adelphes et sorores avec les autres. Et si je peux rajouter encore un tout petit mot, hem, j'aurais envie de dire à chacun, chacune, posez-vous cette question de: «Quel est le truc que je veux absolument faire dans ma vie? C'est quoi ce truc qui me fait rêvasser tous les dimanches soirs dans mon canapé? Et qu'est-ce que j'ai déjà mis ou qu'est-ce que je commence à mettre en œuvre, pour que cette chose arrive?»
et je serais ravie d'en parler avec ces personnes si elles le souhaitent, évidemment. Bah, trop bien, c'est un très bon conseil que tu leur dis, de pouvoir faire le bilan sur, eux, sur soi-même, en fait. C'est ça qui permet après de comprendre où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a envie d'aller, quels sont, les chemins qui nous restent à parcourir et en effet, si ces personnes veulent, te contacter, pour réussir tout ça, bah, je mettrai de toute façon, dans la description de l'épisode, ton contact tout simplement, ton site internet pour que les personnes, puissent te contacter. Et sinon, bah, c'était un plaisir, de t'avoir à mon micro, mais il me reste encore quelques petites questions avant de clôturer. Par exemple, qui sont tes rôles modèles? Quand tu m'as envoyé cette question, j'ai pas mal réfléchi parce que c'est une question qui est classique, mais en même temps, la réponse l'est pas forcément. Alors, tu vois, on a un peu pour moi, les premières des effrontées, ça va être des Joséphine Baker, des Marie Curie, des Simone de Beauvoir. Tu as Frida Kahlo derrière toi, grande effrontée. Oui. Il y a aussi évidemment, des plus contemporaines, qui font beaucoup bouger les choses. Je pense à Lorraine Bastide, à Salomé Saké, à ces femmes-là. Mais je crois que mes rôles modèles, c'est aussi plein d'anonymes, heu, plein de femmes que je côtoie au quotidien, que je trouve, ultra inspirantes dans leur authenticité, dans leur vérité et qui sont des vraies badass. Oui, on peut être toutes et tous, des rôles modèles, à notre échelle, clairement. Trop bien et du coup, dans la suite de mes questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors ça, je te le partagerai. Moi, j'ai une bibliothèque idéale qui existe, hein, qui est une petite roulotte que je trimballe avec moi, en résidence, et pour laquelle j'ai une bibliographie avec énormément de ressources, de choses à lire, que je trouve brillantes et dans lesquelles chacune des femmes qui vient en résidence, apporte sa pierre à l'édifice en apportant, son propre livre, dont elle fait cadeau aux effrontés. J'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Bon, bah, il y a évidemment celui-ci, mais je parlais aussi, tout à l'heure de podcasts qui font réfléchir. Je pense à La Poudre, je pense, Les gens qui doutent, qui est un podcast sur les processus de création et d'écriture notamment et qui fait beaucoup réfléchir. Et puis aussi des choses qui font rire. Je pense à toutes les chroniqueuses qui me font marrer sur Inter, Marina Rollman, les Morgane Cadignan, toutes ces personnes, qui bousculent un peu l'ordre établi, avec, Mmh, ouais, des ressources, très diverses, donc c'est bien en tout cas hem, pour pouvoir écouter plein de choses, lire plein de choses, se détendre, apprendre, en effet, c'est une belle façon de s'occuper et de voir la vie. Pour pas que ce soit que des s'ouvrir contraintes. beaucoup et sur la lecture, je pense aussi à tout ce qu'on lit à nos enfants, aux enfants qu'on côtoie. Je pense que c'est OK d'en jeter certains des livres qu'on a lus quand on était enfant et de les remplacer par d'autres. Oui, la société a évolué, ça se voit directement. Je pense aux dico des filles notamment. Ouais, c'est ça. Et du coup, il me reste 2 dernières questions. Que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors féminisme, 2 mots, rechercher l'égalité, voilà. Et qui j'aimerais voir à ton micro? Et ben, justement des gens qui œuvrent pour l'égalité, dans la sphère de l'éducation. Des gens qui bossent au contact de jeunes enfants dans des écoles, des crèches, des centres de loisirs, des PMI, qui sont pas que dans la production d'idées, mais qui sont vraiment dans la réalité du terrain, très concrètement au quotidien. Heu et voilà et qui travaillent à œuvrer, pour l'égalité avec les plus jeunes. Bah, en tout cas, oui, ça m'intéresserait, d'interviewer ce genre de personnes. Il faudra que, je me renseigne, hein, sur les réseaux sociaux pour voir qui est-ce qui pourrait, accepter de venir à mon micro, mais je pense qu'il y a plein, 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 plein de gens. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Clémentine, pour ton temps. Un très grand merci à toi Estelle. C'était un grand plaisir, de prendre ce temps, d'échanger, de réfléchir à ces questions qui sont intéressantes et nécessaires et puis moi-même du coup de prendre un peu de recul sur mon cheminement à moi.
Bah, plaisir partagé en tout cas et merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à vous. Du coup, bah, ciao ciao tout le monde! Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!